pour regarder New World Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété jeudi de la situation alarmante au Soudan du Sud après l'arrestation du vice-président Riek Machar. Dans ce contexte, l'inquiétude grandit au niveau national comme international d'une nouvelle guerre civile dans le pays. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le numéro 2 du Soudan du Sud, Riek Machar, à la fois opposant ancien chef de rébellion, d'abord placé en résidence surveillée, a été arrêté. Oui, c'est la nouvelle qui suit la tension dont on a parlé ici il y a quelques jours, puisqu'il y a certains de ses proches qui avaient été arrêtés. Il y a eu des affrontements entre ses partisans et les partisans du président du Soudan du Sud. Maintenant, ça prend un autre niveau puisque c'est lui-même carrément qu'on a trouvé chez lui. On a pris ses gardes, on a pris ses téléphones et tout. Certes, il est dans sa maison, non plus en situation de résidence surveillée, mais il est pratiquement, cette fois-ci, comme un prisonnier à l'intérieur de sa propre maison. Et son arrestation a fait craindre une escalade de conflit. La situation actuelle est-elle aussi fragile ? Oui, elle est fragile puisque avant son arrestation, la situation était déjà fragile. Bon, heureusement, les pays de l'IGAD avaient déjà vu la chose venir et avaient commencé à se concerter pour voir comment faire de la médiation pour renouer le fil entre les deux, pour ne pas que le Soudan du Sud se retrouve à nouveau dans une guerre, parce que c'est quand même assez bizarre. Ce pays qui fait partie des derniers nés, puisqu'il est né en 2011, mais risque de remporter la Coupe du Monde des guerres civiles en un court instant. Puisqu'à chaque fois, ces deux messieurs s'accordent pour partager le pouvoir. Tant que ça marche entre eux, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a des problèmes entre les deux personnes, ça se répercute sous la forme de guerre civile parce que l'un appartient au groupe des Nuer, il s'agit de Riek Machar, et l'autre, Salva Kiir, appartient au groupe des Denka, et ça se répercute sur ces deux groupes ethniques qui sont les deux groupes ethniques les plus importants au niveau du Soudan. Mais il faut que ça s'arrête parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Soudan. C'est la même chose qu'on voit dans le Soudan tout court. Deux généraux qui mènent un pays carrément vers le chaos. Est-ce qu'on va laisser ici encore deux personnes mettre le Soudan du Sud vers le chaos? Il est bon que la communauté internationale essaye de voir comment trouver une solution pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'on a au Soudan, situation pour laquelle, pour le moment, il n'y a pas de solution. Et de violents combats, on s'en souvient, ont éclaté au cours des semaines dernières dans le nord du pays entre un groupe armé allié à Riek Machar et les forces gouvernementales. Mais la situation, justement, dans cette zone du pays est-elle toujours tendue? Oui, la situation est toujours tendue puisqu'il y a eu des affrontements En fait, il y avait déjà des affrontements parce que ça n'a jamais... Les escarmouches, comme disent les militaires, n'ont jamais manqué parce qu'il n'y a jamais eu une véritable paix de façon totale. C'est pourquoi on parle d'escarmouches à chaque fois. Quand on regarde l'histoire de ce pays, Riek Machar, de temps en temps, il est premier vice-président. De temps en temps, il redevient un chef de bande. Il s'est réfugié même à l'extérieur à un certain moment. Il y a l'ancien président du Soudan, paradoxalement, Omar el-Béchir, qui avait participé à les remettre d'accord. À un certain moment, Salva Kiir l'a accusé de vouloir faire un coup d'État contre lui. On a voulu l'attraper. C'est que finalement, on ne sait plus qu'est-ce que ces deux personnes-là veulent au Soudan. Parce que c'est au Soudan du Sud, parce que c'est ça le véritable problème. Quand on regarde, c'est comme si ce n'est pas le Soudan du Sud le problème, mais c'est eux deux qui sont véritablement le problème au niveau du Soudan du Sud. Parce que quand ils s'entendent, c'est comme si tout marche, parce que l'argent passe, chacun prend sa part. Quand ça ne marche pas, chacun reprend la force pour obliger l'autre en quelque sorte, à oublier que je suis là, j'ai une capacité de nuisance, mais ils prennent en otage toutes les populations du Soudan, ce qui vraiment, à mon avis, est inadmissible. Et après 5 ans de guerre, un accord de paix trouvé en 2018 avait réuni les deux hommes, Salva Kiir et Riek Machar, au sein d'un gouvernement d'unité. Est-ce que l'arrestation de Riek Machar vient effondrer tous ces efforts ? Mais bien sûr, le parti auquel appartient Riek Machar dit clairement que l'accord est caduc. Puisqu'en fait, on parle d'accord de paix, c'était plus un accord de partage du pouvoir. Parce qu'il s'agissait de dire, Riek Machar, vous aurez tel nombre de ministres, Salva Kiir, tu auras tel nombre de ministres, au niveau de l'Assemblée, ton camp aura tel nombre de ministres, de députés, mon camp aura tel nombre de députés, et Riek Machar prenait le poste de premier vice-président. En fait, c'était plus cela. Il était prévu, comme ça se fait après les guerres civiles
qu'on essaie de voir comment unifier ceux qui avaient pris les armes. Souvent, on ne peut pas prendre tout le monde. Comment désarmer les autres, les réinsérer dans autre chose que du militaire. Il faut dire que sur ce plan-là, pas grand-chose n'a été fait, puisque entre les deux personnes, ni l'un ni l'autre ne fait confiance à son prochain. De sorte que finalement, à cause de ce manque de confiance, chacun est là en train de s'apprêter en se disant l'autre peut à tout moment essayer de m'écraser. Ça fait que pour un rien, on se retrouve encore dans une situation comme celle devant laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc cette arrestation plonge ce pays véritablement dans une incertitude, puisque s'il faut négocier, c'est lui qui doit négocier avec Salva Kiir. Ben, si vous le gardez, il fait partie d'un parti, ce parti est soutenu par des groupes. Justement, les deux hommes sont les deux hommes forts du pays, avec l'arrestation de l'un dont le parti considère aujourd'hui cet accord de paix de caduc. Quelles peuvent être les conséquences sur le gouvernement d'unité mis en place jusqu'ici? Il y a déjà eu les conséquences sur le gouvernement, puisqu'on avait déjà arrêté certains de ses proches au niveau du gouvernement. Même dans la réunification militaire, on avait attrapé également un de ses proches. Quand il y a eu la mort d'un des généraux au niveau de la zone du Nil, puisqu'il y a eu des affrontements là-bas, il y a eu un des généraux qui a été tué, plus même quelqu'un de la mission des Nations Unies. Déjà, en ce moment, il y avait problème, puisqu'il y a une armée qui soutient Riek Machar, qu'on appelle l'armée blanche, qui est une milice de Nuer, le groupe auquel il appartient, qui aujourd'hui non seulement soutient Riek Machar, mais pose même le problème de la prise du pouvoir. Aller au sommet du pouvoir. Mais si Salva Kiir entend une telle chose... Jusqu'ici, c'était un pouvoir partagé entre les deux camps. Oui, partagé entre les deux camps, mais avec Riek Machar qui n'a jamais été content ou d'accord avec la part qu'on lui a donnée. Parce que non seulement il y a une part qu'on lui a donnée, mais on ne l'impliquait pas dans la gouvernance comme il l'aurait souhaité être impliqué dans la gouvernance de ce pays. Il faut y ajouter également une chose qui est une réalité. Le Soudan du Sud, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été ce qu'on appelle véritablement un pays. Le gouvernement a toujours failli. Les institutions sont extrêmement faibles. Ils ont du mal encore à mettre en place ce qu'on peut appeler une nation avec des gens qu'on considère comme des citoyens. C'est vrai qu'il y a les deux personnes qui sont là, qui posent le plus de problèmes, mais on n'a pas mis en place un État également, ce qui fait qu'à la moindre étincelle, on se retrouve avec des difficultés énormes. Et plus d'une dizaine de personnes sont mortes depuis le début des frappes aériennes à la mi-mars et les Nations Unies ont mis en garde contre une reprise de la guerre civile si les dirigeants ne faisaient pas le nécessaire pour mettre en avant les intérêts du pays en premier. Mais comment éviter le pire dans ce contexte? Il y a deux choses. Moi, je crois qu'il faut que l'Union africaine appuie l'IGAD et appelle même éventuellement l'Organisation des Nations Unies à l'appuyer pour que les gens aillent dans le sens de sanctions contre ces deux personnes. Parce que quand ces deux personnes qui posent sérieusement problème, il faut savoir agir sur ces deux personnes pour les obliger, comme ça s'est fait sur le cas Félix Tshisekedi et le Rwanda, pour que les gens acceptent de s'asseoir pour discuter. Parce que pour moi, il faut qu'on arrête de permettre à 2, à 3, à un petit groupe de personnes de prendre en otage tout un pays. À cause de ces deux personnes, la guerre civile avait fait 400 000 morts. Et vous imaginez, ces deux personnes encore sont capables de ramener ce pays vers une guerre civile, malgré tout ce que ce pays a déjà connu, un pays où la faim est la règle. L'analphabétisme est la règle. Il n'y a même pas des structures comme il se doit pour que les populations puissent aller à l'école, puissent avoir des soins de santé primaires. Vous voulez encore mettre ce pays-là en guerre? Moi, je crois qu'il faut que les gens aillent vers des sanctions et des sanctions très fortes pour que deux personnes, dans quelque pays que ce soit, ne soient pas en mesure de remettre en cause la vie de tout le monde. Maintenant, ça va être compliqué parce que la guerre au niveau du Soudan a des impacts sur ce qui se passe au niveau du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'était le pétrole. Et ce pétrole passé par le Soudan, il y a des problèmes avec le pipeline, de sorte qu'il n'y a plus assez de ressources. Alors que quand on parle de partage de pouvoir, c'est le partage des ressources également. L'autre élément qui pourrait être dangereux, tout le monde sait que le FSR, c'est-à-dire le groupe de Daglo au niveau du Soudan, est plutôt en relation avec, comment il s'appelle encore, Salva Kiir, alors que Riek Machar est plutôt en relation avec Burhan. Mais si on ne fait pas attention, le conflit du Soudan va s'associer au conflit
du Soudan du Sud, ce qui risque d'embraser davantage la région, sans oublier que Burhan est en train d'accuser également le Tchad de soutenir les FSR. Un de ses généraux même menace de bombardement au niveau du Tchad, ce qui serait véritablement une catastrophe dans cette situation. Une équation à résoudre justement par l'Union africaine, dont le président de la commission, Mahmoud Ali Youssouf, a annoncé dépêcher très rapidement une mission à Juba. Mamadou Diouf, quelles doivent être les priorités en matière des discussions à tenir prochainement à Juba? La première chose à faire, c'est d'éviter qu'on se retrouve véritablement avec un affrontement à nouveau. À mon avis, c'est la première chose qu'il faut pouvoir résoudre, pas d'affrontement. La deuxième chose qu'il va falloir essayer de résoudre, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, que les contacts soient repris entre Salva Kiir et Riek Machar et qu'on ait un véritable accord de paix, pas un accord de partage du pouvoir, un véritable accord de paix et qu'il y ait des garanties pouvant permettre à l'Union africaine, aux Nations unies, au cas où une des parties ne respecterait pas la garantie, que cette partie puisse être sanctionnée. Je crois que c'est le minimum qu'il faut faire aujourd'hui si on veut sauver des populations du Sud-Soudan qui se retrouvent déjà dans des situations extrêmement difficiles et qui n'ont pas du tout besoin aujourd'hui d'une nouvelle guerre civile. Est-ce que l'accord de paix de 2018 est à sauver ou de repartir à zéro? Il faut repartir sur de nouvelles bases. Puisque si l'accord n'a pas permis de créer un gouvernement d'union, comme on le disait, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes au niveau de la mise en œuvre. Il faut bien identifier ces problèmes, pouvoir les résoudre. S'il y avait des manquements au niveau de l'accord également, il va falloir compléter ces manquements qui se trouvent au niveau de l'accord. Comme on le fait également, trouver une structure qui va être une sorte de structure garante pour ce qui est de l'accord, pour permettre à ce que si une partie ne respectait pas l'accord, que des sanctions puissent pleuvoir sur cette partie. Souvent, ça permet aux gens de faire un peu plus attention par rapport à un accord de paix qui a été signé. Et le parti de Riek Machar accuse l'adversaire de leur leader Salva Kiir de ne pas faire preuve de volonté justement pour aller vers une stabilité. C'est vrai que quand on voit Salva Kiir, il est malade. Même quand on regarde les derniers accords, quand on signait, quand Riek Machar soulevait sa main, il l'a soulevé juste à une certaine hauteur, alors que d'habitude on soulève carrément la main de la personne. Quand on le voit marcher, on sait clairement qu'il y a des difficultés. Et d'ailleurs, au Soudan, tout le monde sait qu'il est en train de se préparer pour pouvoir céder le pouvoir. Et ça peut faire partie de ce qui amène la crise, parce que dans ce processus d'évolution, si on peut l'appeler ainsi, du pouvoir, Riek Machar et son groupe sont complètement mis à l'écart. Le principe habituel du Soudan du Sud, qui consiste à regarder qui faisait partie des combattants au départ, pour voir parmi eux qui est le plus gradé, pour qu'éventuellement il le remplace, toutes ces choses-là sont posées de côté. C'est comme si Salva Kiir est en train de vouloir déposer un dauphin qui va s'assurer que son arrière, il n'y aura pas de problème, parce qu'il est accusé, lui et une partie de ses proches, de corruption dans la gestion du Soudan du Sud, un pays qui est né tout simplement en 2011 et où la corruption a atteint des niveaux extraordinaire. Vous évoquiez tantôt une situation humanitaire également préoccupante dans le pays depuis même la période d'indépendance. Mais tout à fait, ce pays n'a jamais été un pays où les populations ont pu dire nous sommes à l'aise. Juste avec l'indépendance, on a célébré l'indépendance, la séparation avec le reste du Soudan, mais très rapidement on est retombé dans une guerre. Alors qu'avant l'indépendance, on était en guerre contre le Soudan. Ça veut dire un pays en guerre qui obtient son indépendance, 2 ans après, il retourne en guerre. Quelques années après, on les retrouve encore dans une situation de guerre, alors que c'était la marge du Soudan quand ça faisait partie du Soudan. Et comme on le sait, dans nos pays, de façon générale, les parties les plus excentrées sont les parties où on trouve le moins d'infrastructures, le moins de conditions permettant à des populations de pouvoir vivre normalement. Mais dans ces conditions, il faudrait penser quand même à ces populations. Même au niveau de l'accord, cela avait été dénoncé. L'accord a consisté plus à satisfaire les chefs de bande qu'à faire autre chose. Les populations qui ont perdu des proches, les 4 000 morts, les 400 000 morts plutôt, les 4 millions de personnes qui avaient été déplacées,
absolument rien n'avait été prévu pour ces populations qu'on a laissées en rade en leur disant en quelque sorte débrouillez-vous. Mais ces populations sont fatiguées de se débrouiller alors que pendant ce temps, vous avez 2 personnes qui vivent à l'aise sur le dos du reste des Sud-Soudanais. Et l'instabilité politique porte un coup dur à l'économie du pays. Mais bien sûr, est-ce qu'on peut parler d'économie? Parce qu'avec l'instabilité, rien ne marche. Alors qu'avec l'instabilité du Soudan, ils ont un énorme problème. Les plus gros revenus du pays proviennent du pétrole. Avec l'instabilité au niveau du Soudan, ils ont des difficultés actuellement pour faire passer le pétrole par le Soudan et obtenir des devises en retour. D'ailleurs, même certains analystes pensent que cette absence de devises fait partie des problèmes. Peut-être que Salva Kiir n'a plus suffisamment d'argent à sa disposition pour qu'on puisse distribuer comme on le faisait auparavant. L'Union africaine va dépêcher une mission. La grosse question également, mais c'est quelle réelle médiation pour le Soudan du Sud? Mais il faut que l'Union africaine utilise ce mécanisme d'anticipation qui a été mis en place, qui voudrait que quand on sait qu'on risque d'avoir des problèmes quelque part, au lieu d'attendre que tout brûle pour venir jouer aux sapeurs-pompiers, qu'on anticipe pour essayer de résoudre ce problème. Il y a l'IGAD qui a déjà fait un pas, mais que l'Union africaine intervienne pour que le Soudan du Sud ne se retrouve pas encore dans une situation de guerre où on va se retrouver dans ces situations compliquées. Il faut chercher une force de paix, une force d'interposition pour ensuite demander aux gens de se réconcilier, alors qu'on a vu que sur le continent africain, le fait d'amener des forces dans un pays a rarement résolu les problèmes. Donc autant prévenir qu'on n'en arrive pas à une guerre au lieu d'attendre qu'il y ait des morts avant d'essayer de trouver une solution. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.